Je voudrais créer un endroit où ces gens-là puissent mettre de la lumière dans leur vie et se dire: «Mais non, mais il me reste plusieurs dizaines d'années à vivre. C'est le moment ou jamais, justement, de me servir de ce que j'ai vécu et de transformer mes souffrances, transformer mes expériences de vie en quelque chose de lumineux». C'est ça que j'ai envie de permettre. Et bienvenue dans Les Pieds dans le plat, le podcast qui explore ce qui nous freine, ce qui nous pousse et ce qu'on ne dit pas toujours à haute voix. Ici, je tends le micro à celles et ceux qui osent retirer l'armure, revenir à l'essentiel et partager ce qui les a vraiment transformés. Parce que derrière nos décisions, nos doutes et nos élans, il y a souvent des biais invisibles, des filtres qui déforment notre perception et influencent nos choix, sans que nous en ayons conscience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Florence Alfano. Bonjour Florence. Bonjour Sophie. Florence, tu crées du contenu pour les femmes de plus de 45 ans qui sentent qu'elles ont encore un chapitre à écrire, mais qui n'arrivent pas à franchir le pas. Oui. Avec ton projet Femmes dans le Flow, tu t'es donné pour mission d'éclairer les zones d'ombre pour les femmes mûres, pour que les femmes mûres se révèlent et tu t'intéresses aux biais cognitifs qui bloquent les femmes dans l'action. Et c'est pour ça que tu m'avais contacté et j'en ai profité pour vouloir t'interviewer et j'ai besoin que tu m'en dises plus, Florence. Quand on t'enlève tes étiquettes, qui es-tu? Alors je suis donc Florence, je suis quelqu'un qui est en constante, apprentissage, constante réflexion sur soi et qui aime la vie et qui a envie de profiter en fait de ces années qui s'ouvrent à moi. J'ai passé les précédentes années en fait à me consacrer à la fois à, guérir certaines blessures que j'avais et à élever mes 2 garçons le mieux possible. Aujourd'hui, ils s'envolent un petit peu du nid et donc je voudrais profiter des prochaines années pour créer une vie en fait qui me ressemble vraiment. Explorer le monde physiquement, je voudrais partir au Japon. Je pars au Japon en octobre et créer, aussi un business, qui permet aux femmes, mais j'ai ouvert maintenant aussi aux hommes, donc je m'ouvre en fait, à tout le monde pour, inspirer et que les gens puissent alors, reprendre leur pouvoir personnel, reprendre leur souveraineté et qu'ils aient confiance en eux. Voilà, j'ai vraiment à cœur, de permettre, aux gens de s'aimer et d'aimer leur vie. Voilà. Ta présentation est très intéressante, mais ce que tu Mmh. nous dis là, c'est ce que tu es maintenant. Mmh. Qu'est-ce qui t'amène là et comment t'es venu ce projet et quel a été, le moment de bascule, pour arriver justement à la concrétisation de ce projet? Alors j'ai plusieurs moments de bascule. Si je reviens le moins loin en arrière, en fait, j'ai un projet, de j'ai un projet de je veux partir au Japon, donc j'ai cherché comment je pouvais travailler à ce qu'on appelle les digital nomades, qui touchent plutôt les trentenaires, j'ai l'impression, et moins les gens d'après 45 ans. Et donc j'ai ce projet de vouloir aller, travailler à l'étranger. Donc je voudrais un travail en ligne. Je m'étais déjà reconvertie une première fois dans le domaine de l'accompagnement puisque j'étais prof de yin yoga. J'avais des séances, près de chez moi, en présentiel, qui marchaient plutôt bien, mais simplement je n'ai pas réussi à développer une structure suffisamment importante pour que ça soit rémunérateur, en fait. Et j'ai pris conscience, en fait, il y a un peu plus d'un an, que je ne vendais pas à ma juste valeur. En fait, je vendais mon heure de travail au prix d'un cours de yoga, alors que mon expertise est beaucoup plus profonde, beaucoup plus importante. Et du coup, en ayant pris cette conscience que, j'étais pas alignée avec mes valeurs, j'ai mis fin à ces cours. J'ai attendu la fin de l'année pour que les cours s'arrêtent. Et du coup, depuis, je travaille à comment créer justement un projet de professionnel qui aille avec mon projet de vie, qui soit aligné avec mes valeurs et à vraiment qui je suis. Sachant que j'ai fait aussi un DU FLE, je suis partie un petit peu dans la prospection dans tous les sens, dans tous les univers. J'ai fait un DU FLE, donc un diplôme universitaire de français langue étrangère pour
potentiellement avoir un visa au Japon en tant que prof de français pour les étrangers, pour les Japonais. Depuis 1 an, j'ai travaillé à la fois développer du yin yoga en ligne, développer du FLE en ligne. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'était pas des domaines dans lesquels je m'épanouissais suffisamment. Ils étaient trop restreints par rapport à moi, ce que j'avais envie d'exprimer. Et du coup, je me suis intéressée au human design. Et grâce au human design, j'ai compris qui j'étais. En fait, ça m'a renvoyé comment je fonctionne. Et ça a été très révélateur parce que je me disais: «Ah, oui, c'est exactement ça. Ah, c'est exactement ça». Et beh, à chaque fois que je décortiquais mon schéma, je me comprenais mieux et j'ai compris en creusant quelle était ma vraie position, en fait, vis-à-vis du monde et des gens, quel rôle je devais jouer, notamment, dans cette seconde vie. Voilà. OK, super intéressant et excuse-moi, alors je vais insister, on a Vas-y. parlé un petit peu avant de lancer la vidéo. Tu me dis que tu as une formation d'architecte, Ouais, que tu as commencé ta vie professionnelle à Paris et que ouais. maintenant que tu es en province. Qu'est-ce qui, encore une fois, est le moteur de tout ça? Parce que, quelque part, c'est inspirant de voir que tu pars d'une posture aussi, classique d'employé Mmh. à une posture d'entrepreneur. Donc comment est-ce que tu arrives jusque-là? Alors, donc, j'ai fait des études d'architecture. Si j'en reviens un petit peu, à ce qui m'a poussée à faire ces études d'architecture, j'ai toujours été très créative. Je voulais être, styliste. Je voulais aussi être psychologue, donc j'étais déjà sur plusieurs pôles. Mais j'ai toujours été assez créative. Chez nous, on était 3 filles, 3 sœurs. Et notre père, voulait qu'on fasse des études. En fait, c'était comme ça, c'était bac+5, de toute manière. Et du coup, j'ai été poussée, vers un diplôme. Et l'image que j'en ai, c'est que mes parents ont fait construire leur maison, quand j'étais petite dans les Yvelines et ils ont travaillé avec un architecte pour déposer le permis de construire. Et je me souviens qu'ils le réceptionnaient, qu'ils offraient l'apéritif souvent à cet architecte avec beaucoup de respect, beaucoup d'égards pour lui. Et je me suis dit: «Bon, bah, voilà, pour me faire aimer de mes parents, il faut que je devienne architecte». Donc c'est un petit peu comme ça que j'en suis, arrivée à choisir ces études. Et puis j'ai eu tout au long de ces études le challenge que mes parents ne croyaient tellement pas en moi que j'étais obligée d'aller jusqu'au bout et de les réussir, brillamment. Donc j'ai commencé à travailler, à Paris. J'avais déjà mon premier garçon qui est né pendant mes études. Et à la naissance de mon second enfant, en fait, je dirigeais le chantier de l'hôtel de police de Nantes à Nantes, depuis Paris. Et mon second fils est né et là, en fait, je voulais m'écouter dans mes instincts de mère et donc j'ai voulu arrêter de travailler et m'occuper de mes garçons du mieux possible parce que c'était déjà difficile dans l'éducation de mon jeune fils, mon aîné. Donc voilà, je voulais être disponible pour eux, profiter de ce temps qui après est perdu, en fait. Et donc on a quitté, l'Île-de-France, on est parti s'installer en province. Et alors quelle était ta question départ? Bah, Comment j'ai basculé? oui, comment tu effectivement, comment tu bascules aussi d'un point de vue, courage et pensée, depuis, justement cette Sur vie d'architecte. relativement classique, Ouais, juste de l'architecture aussi à l'éducation et à l'entrepreneuriat finalement. ouais, Enfin c'est ça. l'éducation de tes enfants en Mmh. l'occurrence et l'entrepreneuriat. Ouais. Oui, du coup, vraiment, c'est mes instincts au départ qui m'ont guidée, voilà. Je voulais répondre aux besoins le plus justement du petit homme que j'avais dans les mains, en fait. Et en étant en plein Paris, je trouvais ça difficilement compatible. Donc je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui était anthropologie, relations, l'éducation, l'écoute des besoins des enfants, la communication non violente. Moi, je suis toujours en train d'apprendre, donc j'apprends et puis j'essaye de mettre des choses qui me parlent, en place dans ma vie. Du coup, j'ai fait un maternage proximal, en fait, avec mon second fils. Et mon aîné, je voulais mettre en place l'école à la maison. Donc une vie très, très différente de la salariée, dans une grosse agence, d'architecture à Paris, c'est sûr. Et du coup, j'ai dû, reprendre le travail et j'ai créé mon entreprise, d'architecture, en solo, en entreprise individuelle, dans l'Aube.
D'accord. Mmh. Décidément, quel courage, bravo. Merci. Hem, si on en revient à ton projet actuel, qu'est-ce qui fait qu'effectivement on sent quand même là que tu as trouvé enfin, une vraie conviction pour accompagner les quadragénaires, je veux dire, donc j'avais pensé femmes, mais effectivement tu dis hommes et femmes. Hem, qu'est-ce qui dans ta propre expérience t'a permis de savoir ce dont, bah, justement les quadragénaires avaient besoin pour se révéler? Qu'est-ce qui effectivement a amené à cette conviction et aujourd'hui à cette proposition de valeur? Oui. Alors, j'ai pris conscience il y a quelques années, en fait, parce que j'ai refait l'instruction en famille avec mon second fils pendant 3 ans, jusqu'au covid à peu près et ensuite il est parti à l'école, au collège à côté et puis il est parti au lycée un petit peu plus loin et puis il est parti en internat et en fait, je me suis rendu compte que j'avais consacré ma vie et mon identité, en fait, à l'éducation de mes enfants depuis, 15-16, bientôt 19 ans. Et qu'il allait falloir que je crée, en fait, une vie pour moi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'avais pris en charge leurs besoins et je m'étais consacrée pleinement à ça. Ça me définissait. Et puis progressivement, j'ai senti que, il allait falloir que je me définisse moi, non pas vis-à-vis d'eux, mais vis-à-vis de moi et de mes projets. Et donc, c'est là que j'ai commencé à réfléchir, qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire. Donc, j'ai expérimenté plusieurs choses parce que j'ai eu cette chance-là de pouvoir m'arrêter pendant les 3 ans d'instruction en famille. En fait, on faisait mi-temps école, mi-temps, j'expérimentais les professions. Donc, j'ai eu des ânes bourbonnais que j'ai élevés, j'ai eu des naissances. J'ai construit une tiny house parce que bon, je suis dans le métier du bâtiment, mais j'ai mis les mains à la pâte. Je me suis formée au stylisme, au modélisme. J'ai été aussi artiste peintre. J'ai exposé voilà, dans des lieux à côté de chez moi. Donc, j'ai expérimenté plusieurs domaines, notamment à la fin, donc le yin yoga et le fleu. Et j'ai découvert, en fait, progressivement, ce qui me convenait, ce qui me convenait pas. Et puis, j'en suis revenue à cette question de valeur qui, peu importe ce qu'on fait, en fait, c'est comment soi-même on est, on, on s'aime dans cette posture. Il est très, très impressionnant et hyper inspirant. Je te remercie beaucoup, Merci. de m'avoir contacté en l'occurrence. Hem, si on en réfléchit éventuellement à ce qui aurait pu te freiner, ou à ce qui t'a freiné aujourd'hui, au départ et est-ce que c'était, plutôt le regard des autres? Est-ce que c'était plutôt les doutes? Ah bon, tu es quelqu'un qui apparemment, adore apprendre. Qu'est-ce qui pourrait, être le sujet qui t'a le plus, freiné? Quand j'étais architecte à mon compte, alors en entreprise aussi, mais c'était pas tout à fait pareil, parce que quand tu es en entreprise, tu es quand même porté. Quand j'étais à mon compte, j'étais donc seule sur les chantiers, seule dans les projets, dans les rapports aux clients et j'ai senti ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Je me suis sentie pas à la hauteur dans certains contextes. Et je pense que j'avais des peurs que les gens qui sont en face de moi réalisent que j'étais un imposteur, que je ne savais pas tout. Parce que la complexité dans le métier d'architecte, c'est que tu es en position méta et donc les clients, donc les maîtres d'ouvrage que les entreprises, pensent que tu connais tout jusqu'à la dernière vis du bâtiment. Or l'architecte, c'est le chef d'orchestre, donc il a bien sûr une connaissance, mais il est là pour créer des espaces et des lieux de qualité, plus que pour dire au plombier comment il doit mettre un WC. Donc on ne peut pas avoir les compétences techniques totales en sortant même, c'était 6 ans d'études à l'époque, mais on ne peut pas avoir les connaissances techniques totales. Nous, on sait dessiner et construire des espaces qui fonctionnent pour les humains. Du coup, voilà, j'avais ce sentiment sur mes chantiers que je n'étais pas à la hauteur. Donc, j'ai voulu arrêter ce métier parce que ça me faisait souffrir, en fait. Ça me procurait beaucoup de stress.
Et j'avais donc un problème de confiance en moi et de manque d'estime de ma valeur. C'est à ça que j'en suis arrivée plusieurs années après, en fait. D'accord. Mmh. Et par rapport à ça, tu sais que moi je suis très fan de biais cognitifs. Ouais. Si on repart de là et si on repart de ton expérience et de l'expérience que tu vas avoir aujourd'hui avec les personnes que tu accompagnes, on va essayer d'explorer peut-être quelques biais, que tu peux observer et tu me confirmes si tu les observes ou pas, hein, d'ailleurs. Ouais, On parle de syndrome de l'imposteur, on peut pas vraiment, s'exclure de celui-là. C'est quand même, malheureusement souvent, un top 3 ouais. dans nos biais. Aujourd'hui, avec les personnes que tu accompagnes, comment tu traites ce sujet-là et comment tu les aides à comprendre l'existence de ce biais? Je leur montre leur, dysfonctionnement. En fait, je montre à la personne, comment son schéma de pensée peut être boudé par quelque chose qui est plus enfermant pour elle, qui l'empêche en fait de grandir, qui l'empêche de s'apprécier à sa juste valeur. Parce que c'est souvent, des pensées qu'on ne voit pas. Et ce que j'aime bien dire, c'est que j'ai un rôle d'éclaireuse, en fait. Je viens mettre de la lumière sur ces zones d'ombre que les personnes ne voient pas, forcément. Et c'est une approche, que tu penses avoir de manière systématique aujourd'hui? Quel est le point le plus simple à désamorcer dans un syndrome de l'imposteur selon toi? Ou, le point peut-être le plus compliqué à désamorcer? Alors, je trouve que ce qui est le plus compliqué, c'est que ça peut être douloureux pour la personne de se rendre compte, parce que la personne va prendre ça comme une remise en question et donc ça peut faire souffrir la personne, de se rendre compte qu'en fait, elle s'est biaisée pendant une grande partie de sa vie et donc c'est là où c'est assez délicat, de la façon dont on peut le mettre en lumière, parce qu'il faut que la personne soit prête, en fait, à cette mise en lumière. Donc ça peut pas être une confrontation trop violente. Un autre biais qui me semble intéressant d'observer, surtout dans ces parcours, peut-être dans le tien d'abord et puis dans celui des personnes que tu accompagnes, le biais d'aversion à la perte. Le biais d'aversion à la perte, c'est quoi? C'est la peur de perdre un confort et d'avoir perdu ou d'avoir passé trop de temps, investi trop de temps de sa vie sur un sujet pour accepter de passer à autre chose et de se reconvertir encore dans une autre direction. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as vécu? Par rapport à la façon dont tu te racontes, j'ai l'impression que non, mais je pense qu'on n'est jamais complètement exempt de ça. Non. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes encore, aussi chez les personnes que tu accompagnes? Alors je vais parler de moi, biais d'aversion à la perte. Alors oui, je le sens. Par exemple, là, j'ai pris mon billet d'avion pour, partir au Japon et il y a un espèce de sentiment de sauter dans le vide. Ça y est, je vais tout laisser derrière, en fait. Il y a ce sentiment qui fait peur et en même temps, j'ai beaucoup travaillé sur, OK, tu sais ce que tu perds, mais je sais l'expérience que je veux absolument avoir dans cette vie. Il y a, un extrait d'un livre c'est une infirmière américaine en soins palliatifs qui a interrogé des personnes en fin de vie sur leurs 5 regrets qu'elles n'ont pas réalisés dans leur vie et l'un des regrets, c'est de ne pas avoir réalisé les projets qui les avaient traversés et ça, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup et je ne veux pas être en fin de vie et avoir quelconque regret. Je n'ai aucun regret de la façon dont j'ai mené ma vie, même si ça a pu être très difficile à certains moments, assez expérimental à d'autres. Mais je ne veux pas passer à côté de certains projets à côté desquels je suis déjà passée, en fait. Dont cette idée de voyage et partir à l'étranger, partir faire une expérience de vie à l'étranger. Et c'est un projet qui, effectivement, me fait m'éloigner de mes enfants, me fait m'éloigner de mon pays, de ma famille, du confort climatique et géographique que je connais. Et donc oui, il y a une perte de vie, mais la motivation en face est trop importante et je la garde en tête. En fait, je m'anime avec ça. Voilà. D'accord. Mmh, d'accord. Mmh.
Et sur les personnes que tu peux accompagner, comment tu peux les amener à passer ce cap qui est souvent de dire, encore une fois, l'aversion à la perte, et c'est j'ai trop attendu, pour que les choses n'arrivent pas, hein. On est, sur, l'arrêt de bus, hein, c'est idiot, mais Oui, je vois mais, ce que tu veux en dire. gros Ouais. et comment, elles peuvent avoir le sentiment, pardon, d'avoir surinvesti dans un domaine et le sentiment de lâcher ce surinvestissement, c'est parfois quelque chose de c'est un cap très difficile à passer. Est-ce que tu l'observes et comment tu l'animes aussi, dans ton approche? C'est une question d'évaluer, le besoin de réaliser le projet qui fait perdre l'investissement précédent et de savoir si on est prêt à tourner une page, de quelle façon on veut tourner cette page et on n'est pas forcément obligé de rompre complètement. Je sais que je suis quelqu'un d'assez, extrême, on va dire, et c'est cette expérience, en fait, que j'ai aussi besoin de révéler au monde. Mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça, donc on n'est pas obligé d'être, tranchant dans sa vie. On n'est pas obligé de renoncer à des choses du passé et on peut les transformer, en fait, au fur et à mesure et pour arriver au projet, en fait, qu'on veut réaliser. D'accord. Donc Ouais, j'essaye de faire intéressant. peser le projet futur par rapport à l'investissement dont tu parles Ouais. et d'évaluer, comment on veut se transformer et qui on veut être, au regard de la personne qu'on veut devenir, en fait. OK. Dans son OK, projet. très intéressant. Mmh. Dernier biais peut-être, qui est aussi assez compliqué parfois à gérer, le faux consensus. C'est-à-dire que l'impression que pour les autres, c'est facile, pour que les autres ont réussi, qu'ils ont l'air heureux et que soi, on ne l'est pas. Donc le problème n'est pas, dans l'épanouissement de soi, le problème est dans le décrochage peut-être par rapport aux autres. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu as vécu? Alors Heu, j'ai du mal à le conceptualiser. Tu peux me donner un exemple? bah, c'est vraiment l'impression que tout le monde a réussi sauf toi. Ah oui. Que les autres, ils ont un plan, ils ont une Oui, oui, oui. trajectoire qui est limpide, Mmh. alors que toi, tu es dans un flou, tu es dans un mouvement permanent. Oui, alors ça, Heu, moi, je l'ai pas trop personnellement, mais c'est vrai que je le vois et c'est d'aider la personne, en fait, à voir même un tout petit bout, mais mettre en lumière les même les plus petites choses qu'elle fait, qui vont dans son sens, en fait, qui vont dans la revalorisation de sa personne. J'ai un exemple d'une personne qui a des enfants encore en bas âge, qui est dans la quarantaine et qui, me dit: «Ben, je prends pas je fais pas assez de choses pour moi» et bon, je la connais et c'est sûr qu'elle a dans ce rôle, maternel, elle travaille, donc elle a pas beaucoup de temps à se consacrer personnellement à elle, à son corps. Et en même temps, je lui fais remarquer qu'elle vient de changer de lieu de vie parce que l'ancien ne lui convenait pas et le nouveau lui convient, qu'elle est en train justement en famille d'acheter une nouvelle maison. Donc en fait, je lui montre qu'elle, en fait, si, elle s'occupe d'elle, même si c'est elle et sa famille parce que c'est le moment de sa vie qui est comme ça, mais elle s'occupe d'elle. Voilà. Donc j'essaye de montrer la valeur qu'elle se donne quand même, même si ça elle n'en a pas conscience. c'est très important. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est que souvent, on va chercher quelque chose dans une table de valeurs qui ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire que Mmh. on va se chercher des compétences uniquement dans sa vie professionnelle, on exclut sa vie personnelle des compétences qu'elle nous permet Mmh. d'acquérir. Mmh. Et on va chercher effectivement le soi de là, dans ce que tu expliques, dans uniquement soi, alors qu'en vérité, tu as raison, Mmh. on fait aussi partie d'un ensemble et qu'il y a des contributions pour les autres qui ont un impact direct sur soi. Non, très, Oui. très Oui intéressant. et puis c'est de voir le verre à moitié plein et pas à moitié Mmh. vide et c'est montrer à la personne, mettre de la lumière, en fait. Si elle voit tout en noir, bon, ça va être compliqué de mettre tout en lumière d'un coup, mais mettre un petit espace en lumière, ça va lui permettre, elle, de partir de ça et se dire: «Oui, il faut que j'arrête de penser comme ça. En fait, si je m'occupe de moi, elle a raison de me le dire». Choup et sa lumière va, voilà, ça va se irradier, en fait, je c'est comme ça que je le vois en image, Elle va elle-même, en fait, en se prenant conscience que si, elle s'est quand même occupée d'elle, elle va arrêter d'avoir ce biais cognitif qui va revenir: «Ah non, je m'occupe pas de moi» et puis, il faut dire qu'on est soumis aux réseaux sociaux et qu'on voit toujours les autres réussir et qu'on
on croit, qu'on pense qu'ils réussissent, là où nous, on pense qu'on ne réussit pas et en fait, il faut se détacher de cette pensée-là. Mmh. Tu as totalement raison. Mmh. Mmh. Si on se projette dans 10 ans, oh, oh, je suis loin, j'espère que tu seras au Japon, et peut-être que tu auras encore, changé et développé de nouveaux projets. Oui. Mais bon, qu'est-ce que tu aimerais profondément changer dans la façon dont les personnes que tu accompagnes envisagent cette reconversion? Qu'est-ce que serait vraiment, ta réussite dans ce domaine, dans cet accompagnement que tu proposes? Moi, je voudrais créer un endroit où ces gens-là puissent mettre de la lumière dans leur vie et se dire: «Mais non, mais il me reste plusieurs dizaines d'années à vivre. C'est le moment ou jamais, justement, de me servir de ce que j'ai vécu et de transformer mes souffrances, transformer mes expériences de vie en quelque chose de lumineux, en fait». Voilà, c'est ça que j'ai envie de permettre. Et pour toi? Ah moi je vais irradier le monde. Non, non, moi je veux encore plus améliorer mon mindset, en fait. Je travaille beaucoup sur ma façon de penser et je veux développer ce projet et à réussir, oui, une vie à l'étranger. Dans 10 ans, je pense que j'aurai, heu, cette expérience, voilà, dans mon énergie du cœur, qui me remplira, en fait. Mmh. Super. On arrive à la fin. Aujourd'hui, si une femme nous écoute et qu'elle sent qu'elle a une envie, mais qu'elle ne sait pas comment aller, comment l'identifier, comment franchir le pas, quel serait le premier petit pas qu'elle pourrait faire dès demain pour avancer? J'ai créé un guide, en fait, qui est gratuit, qui est sur mon site internet, sur florencealfano.com/room. J'ai commencé moi-même à faire, la première mise à plat, en fait, de là où j'en étais dans ma vie. C'est un questionnaire qui te permet d'évaluer où dans ta vie, tu peux encore, créer des améliorations, où tu en es dans certains domaines, quels sont, peut-être, tes échecs et qu'est-ce que tu veux changer, en fait, que ce soit, dans le domaine des relations, dans la prise de soin de soi-même, faire un espèce de bilan, de mise à plat, de questionnement, d'introspection, en fait. Voilà, qui je suis aujourd'hui et qui j'aimerais bien devenir, voilà, pour les 10-20 prochaines années même. Et si tu devais parler à la personne que tu étais il y a 10 ans, qu'est-ce que tu te dirais finalement, aujourd'hui à la toi d'il y a 10 ans et comment tu la conseillerais pour avancer? Qu'est-ce que tu lui dirais peut-être de ne plus écouter? Je lui dirais d'arrêter d'écouter la petite voix qui la dévalorise, en fait, et de mettre, encore plus de joie dans sa vie, plus de lumière et d'avoir confiance, en fait, qu'elle a toutes les capacités pour, rayonner et tout ce qu'elle va entreprendre, en fait, sera une réussite, même si réussite ne veut pas dire forcément aboutir au bout, que le mot réussite, c'est personnel et c'est ce qu'elle en fera. Super. Si tu devais retenir un biais cognitif, toi, ce serait lequel? Si tu en avais, Ben, le syndrome de l'imposteur, bon, c'est le plus facile à retenir, Mmh. Mmh. parce qu'on Mais le c'est vrai que quand tu mmh. nous expliques ton parcours et quand tu nous expliques la variété de tes choix et tes enseignements, les enseignements que tu en as tirés, le syndrome de l'imposteur, j'entends ce que tu me dis, mais quelque part, c'est vrai que, heu, il y a des gens qui sont, paralysés par le syndrome de l'imposteur. Toi, on a l'impression qu'il t'a poussé ton syndrome de l'imposteur finalement, non? Oui, peut-être. Après, j'ai aussi fait, 10 ans de thérapie où j'ai consacré ma vie à être en thérapie et justement, j'ai sorti de moi tout ce qui n'allait pas. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Donc c'est ça qui m'a permis aussi d'arrêter de voir en noir, d'arrêter de me voir comme quelqu'un qui était dysfonctionnel et qui n'allait jamais réussir, en fait. Mmh mh. Mais le syndrome de l'imposteur, mon analyse, c'est qu'en fait, l'école nous emmène, dans une voie où, par exemple, je le disais, pour moi, il fallait faire un bac+5. Donc en fait, on choisit pas vraiment en fonction de qui on est. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire l'école à la maison de mes enfants.
parce que ça leur permettait d'avoir du temps d'introspection, d'apprendre à qui ils sont vraiment. Et je le vois dans mes enfants, ils ont appris à se connaître, ils savent qui ils sont et ils font des choix aujourd'hui de vie en fonction de ça. Or, quand on a passé 20 ans à l'école, on a eu très peu de modèles extérieurs, en dehors de notre famille ou de nos profs. On a eu très peu de modèles d'adultes Mmh. et on n'a pas eu le temps de savoir vraiment qui on était. On doit choisir entre français, géographie, enfin des métiers qui sont très enfermés. Et on ne choisit pas en fonction de nous. C'est comme si on avait un menu devant nous ou qui ne dépend pas de nous. Du coup, on arrive dans des métiers où certes, on a les compétences, mais on n'est pas forcément exactement dans notre plein potentiel. Et je pense que ça vient de là, le syndrome de l'imposteur. C'est que certes, on est brillant, mais on n'est pas aligné avec ce métier-là. On ne l'a pas fait à partir de nous. Voilà. Ouais, très intéressant Mm. effectivement comme approche parce que on a souvent aussi, hem, il y a des syndromes de l'imposteur qui sont même d'autant plus violents qu'ils amènent à vraiment de l'auto-sabotage. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui réussissent, mais qui, comme ne se sentent pas alignés, se débrouillent pour arriver à échouer Eh et à oui. repartir. Ouais. Mm. Donc non, non, mais tu as raison, c'est vrai, j'avais jamais pensé comme ça et oui, le temps de penser et qui correspond bien aussi à pour arriver à exprimer une forme d'intelligence non pas automatique mais adaptée, oui, c'est Mm. énormément de temps. Mm. Bah, écoute Florence, vraiment merci. Merci pour cet échange. Merci à toi. Ce que je dirais aussi, aux gens qui nous écoutent et qui sont arrivés jusque-là, c'est que, bah, il y a aussi, une interview croisée qu'on a faite ce matin, donc Tout à fait. qu'on retrouvait sur la chaîne de l'une ou de l'autre, l'interview de l'autre, puisque l'objectif c'était aussi, qu'on puisse partager un peu sur nos expériences. Ce que je retiens de notre conversation finalement, c'est que derrière, tous ces nouveaux chapitres, bah, on peut, et c'est important de regarder ses propres biais, de ne pas les laisser décider à notre place. Donc vraiment, merci d'être venue à moi, Florence Merci et Sophie. j'espère, à très, très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des Pieds dans le plat. Aujourd'hui, on a parlé du temps qu'on s'autorise, de celui qu'on croit avoir perdu et de celui qui reste à écrire. Si cet épisode vous a bousculé, fait réfléchir ou simplement touché, partagez-le autour de vous. Et si vous avez envie d'aller plus loin, abonnez-vous, laissez un commentaire et surtout posez une question pour le prochain épisode parce que c'est comme ça qu'on avance. Un déclic après l'autre, un biais à la fois. Merci.